Bienvenue à bord. Là, c'est bon, on a enregistré. Bah, du coup, c'est niqué, faut refaire le montage. Non, ouais, bah, il y aura du montage, forcément. Et bonne année. Et bonne année Meilleurs vœux. La santé, On peut la refaire. le podcast On peut la refaire, c'est pas grave. et le Patreon. Tu veux la refaire? Allez, Bah non, mais je sais pas, c'est pour toi. C'est toi. Ouais, vas-y, on peut la refaire, c'était une fausse. Ouais, Ça, c'était la bonus des gens qui écoutent. Maintenant, on fait la vraie intro. Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Version 3. Bonjour, bonne année. Bonne année! Ça, c'est une vraie intro, ça. La vraie première. Ouais, bah, c'est 2023, tout a C'est changé. 2023, tout est toujours chaotique. Mais c'est pas grave parce qu'on revient et ça, c'est déjà pas mal. Oui, On est, Ouais. on est encore vivant en On 2023. s'est pas fait virer On du s'est pas VHS. fait virer. c'est vrai. Il continue de nous ouvrir la porte. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est nous qui l'ouvrons tout seuls. surtout. Heureusement qu'on a le code. Hein. Heureusement qu'on a fait un duplicata des clés. Toujours le même format, mais avec quand même une nouvelle équipe, mine de rien, cette saison. Je sais pas, en fait, je sais pas comment on compte les saisons. Y a-t-il vraiment des saisons Y a-t-il vraiment des saisons? avec ce changement climatique? Non, non. Oui, il y en a. Alors, il y en a. Il y Il y en en a a. des saisons. Oui. On les indique, mais je crois qu'on est qu'à la saison 1 depuis le début. Ah, bah voilà. Ok. Bah, quand tu veux, on met une saison 2. Ah bah là, c'est Oh saison 2. Ah, mais non, ça aurait dû être la saison 2 avec toi, en fait. Pourquoi? Bah, t'es arrivé chef, c'est saison 2, Mais tu vois. c'est trop tard. Ok, trop tard. Bah voilà. On est toujours. Non, en Oui. vrai, c'est pas trop tard, mais. Oh Mais oui, mais du coup, on est en saison Bah, 2 ou on est je en sais pas, saison chef. 3? Tu me Non, mais on s'en fout, on a un numéro d'épisode, Ok. qui est le 49. Alors j'ai choisi qu'on était en saison 3. Ok, Ça vous Ok, va? ok, pas de soucis. on a le choix. Mais voilà, avec une nouvelle équipe quand même, parce qu'on a quand même pas mal de voix, de nouvelles voix qui se sont ajoutées depuis fin 2022, dont celle de Célia. Coucou. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Bonne année. Bonne année. Célia, de quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode de reprise? Je vous parle d'une BD qui met en scène un chat détective dans les années 50 aux États-Unis. Tintin. La dernière fois, tu m'as dit qu'il n'y avait pas assez d'infos. Donc là, j'ai dit, je tease. Mais Non, plus j'ai pas. d'infos. Non, Non, là- en vrai, c'est juste parce que j'ai énormément de mal à rebondir quand vous me faites des trucs super mystérieux. Ça va, c'était pas trop mystérieux. Mais là, c'était pas mystérieux, c'était parfait. Parfait. Merci, chef. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai complètement loupé l'intro. Ouais. Ah, la vraie Pas les intro, ouais. jingles et tout, mais c'est pas Mais grave. c'est pas grave parce qu'en fait, Faut la faire à je la fais fin. un peu ce que je veux. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas grave, je remettrai l'intro habituelle sur le prochain épisode. On continue avec notre empereur, Empereur, t'allais dire empereur? Non, notre Ok. empereur de Très bien. l'équipe. Oui, Que c'est truc. moi. Bonjour. Bonjour, bonne année. Bonne année. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Très content de refaire le contrecast. là. C'est vrai? C'est aussi ton cas? Alors, en fait, quand tu me regardes, les gens ne savent pas que tu me regardes. Alors, ce n'est pas radiophonique. La meuf qui a tout oublié sur comment animer son podcast. Si je puis me permettre de donner un conseil, si on Ah, Non, mais donne c'est un le épisode. podcast de la liberté. Moi, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si on fait un peu ce qu'on veut, parce qu'on est un peu le contre-cast. C'est vrai. Mais je vais finir avec Eutrus. Oui. De quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode? Je parle d'espace. Ok, merci. Voilà, C'est- c'était tout. C'est tout, d'espace. On ne sait pas si c'est la touche du clavier, on ne sait pas si c'est autre chose, on verra. On ne sait pas, on verra. Oh putain, t'as spoilé. Oh, pardon. Oupsie. Et puis, on termine avec celui qui devait être présent lors de l'épisode précédent, mais qui nous rejoint quand même pour janvier. Parce qu'il avait un concert, je crois. Oui. Ouais. Ouais. En fait, j'avais un concert ce soir, mais il était annulé, donc je suis venu. C'est faux. Notre jeune couscous. Jeune couscous. Mon jeune, ok. Bah ouais, c'est moi. Bonsoir, bonjour, bonne année. Bonne année. Ça va très bien, merci beaucoup. Merci de poser la question, ça va toujours bien. Ça va toujours bien? Et je suis ravi, moi aussi, d'être à nouveau dans cette saison 3 du Contrecast. Voilà. Mais je suis ravie que tu sois ravi. Ouais, ça fait beaucoup de gens ravis. De quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode, John? Eh bien, moi, je vais vous parler d'un jeu qui est issu d'un univers qui est relativement vieux, et je pense qu'on n'a jamais fait plus vieux que ça, puisque c'est quelque chose qui est issu du 19e siècle à la base. Je sais pas si on a fait ça dans des chroniques, mais on verra.
Je vous invite à tout réécouter l'épisode tout, dans le doute. Et dites-le nous. Voilà. Si j'ai tort, tant pis. Donnez-lui tort. Eh bien, c'est parti pour le premier sujet. On était à 2 doigts de l'accident quand même. Je tiens à le dire. On a presque raté le timing du jingle. Et on ne sait pas qui commence, mais c'est ça aussi le podcast. Mais qui commence, mais qui? Et je vais regarder à ma gauche, et à ma gauche, il y a Queutrus. Bonjour. Bonne année. Bonne année, encore une fois. Non, c'est horrible ce podcast, là, on dit de quoi tu nous toutes parles les 5 minutes. La Terre s'effondre, mais Queutrus a trouvé un nouveau foyer. C'est vrai. N'est-ce pas? Exactement. C'était ton intro. C'était mon intro. Il faut que tu rebondisses maintenant. Ouais, je vais rebondir. Ça vous donne pas envie d'aller dans l'espace? Un peu. Ouais, un peu. Pas mal. C'est tiré de la BO, donc de Ixion, le jeu dont je vais vous parler ce soir. C'est un jeu qui est sorti en décembre 2022, le 7 décembre, donc c'est très récent, développé par Bulwark Studio et édité par Kasedo Games. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un city builder. Donc comme ça, a priori, quelque chose d'un peu ennuyeux. Mais c'est un city builder avec un axe narratif très fort. Et si je devais le comparer à un autre jeu qui a été chroniqué ici, par moi d'ailleurs, c'est plutôt Frostpunk. Je sais pas si vous vous rappelez que Frostpunk était un city builder, mais un peu survie dans un monde post-apo où il fait très très froid, où en fait l'hiver nucléaire est partout sur la Terre, et où il y avait beaucoup d'interactions avec des arcs narratifs forts. Vous vous rappelez, on avait parlé, est-ce qu'il faut faire travailler les enfants, etc. etc. Mmh. Voilà, si vous voulez réécouter, c'est dans le contre-casse qui est marqué dans la description de l'épisode. C'est parce que j'ai oublié de regarder. Il connaît pas le numéro. Et donc Ixion, c'est un city builder, et on se retrouve en fait administrateur d'une station spatiale qui s'appelle la station Tikkun, et qui est développée par les entreprises Dolos. L'entreprise Dolos, qu'on pourrait peut-être un peu comparer à ça te fait mal. Parce que ça me fait penser à Bolos. À Bolos, ouais, mais c'est un peu ça. Et ça peut faire penser un peu à la boîte de Musk, je sais plus, la boîte de Musk, SpaceX, pardon. Et donc on est à l'aube du voyage interplanétaire en fait dans l'espace, et on envoie donc cette station plus ou moins expérimentale Tikkun en orbite de la Terre à côté de la Lune. Et notre but en tant qu'administrateur, c'est de construire en fait les modules qui vont permettre de voyager, construire les panneaux solaires, et surtout tester un nouveau moteur révolutionnaire qui permet de voyager très loin dans l'espace, en courbant l'espace-temps, etc. Vous connaissez cette théorie, j'imagine, avec les trous de verre, etc. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à faire le prologue qui est gratuit, en fait, la démo, et qui raconte exactement ça. C'est-à-dire l'introduction, on nous dit de s'occuper de la station, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à faire marcher ce moteur. Et est-ce que je vous parle d'abord de la narration en fait de ce jeu, parce que moi c'est ça qui m'a vraiment attiré, parce que le city builder j'en ai fait un peu, mais ça m'amuse pas trop, je fais pas trop de Tropico ou de jeux un peu comme ça vraiment hard city builder, parce que ça m'ennuie au bout d'un moment et je fais tellement n'importe quoi que c'est le bordel et j'arrive plus à gérer. Et ce qui est marrant mais ce qui est pas très intéressant pour un city builder. Donc là c'est cool, c'est un city builder un peu soft et pas trop compliqué, mais avec beaucoup de mécanique. Et donc on nous apprend à gérer, on est d'abord dans une partie de ce vaisseau qui ressemble, qui est circulaire, qui ressemble un peu à l'Odysseus dans Ulysse 31, je sais pas si vous voyez, pour faire une référence de vieux. Donc complètement circulaire, qui tourne sur lui-même pour générer une gravité et donc permettre d'avoir des ouvriers, des chercheurs sur son vaisseau. Et donc on doit construire des habitations pour les personnages, de quoi les nourrir, de quoi les soigner, de quoi construire des vaisseaux qui vont pouvoir aller dans l'espace, etc., etc.
Voilà, avec des mécaniques assez simples. J'y reviendrai un petit peu après dans les détails. Et donc, toute cette démo, on nous apprend donc à faire ça dans la station, dans un des 6 secteurs de la station, secteur qu'on pourra débloquer plus tard, et je vais en parler après. Une deuxième vue un peu plus espacée, un peu plus reculée, pardon, où on voit la station Tikkun de l'extérieur, et là où on va pouvoir donc créer des panneaux solaires, renforcer un peu la structure du vaisseau. Et une vue encore plus loin, une vue planétaire où on a vue sur le système solaire et qui nous permettra d'envoyer des vaisseaux scientifiques pour faire des recherches, explorer des modules perdus, des planètes, des astéroïdes, etc. Envoyer des robots mineurs pour aller chercher les ressources, que ce soit fer, acier, des choses un peu plus rares, de la glace, etc. pour en extraire de l'eau. Et aussi des vaisseaux transporteurs qui, eux, vont s'occuper de faire du ravitaillement entre la Terre, entre les stations Dolos, la station internationale, etc. et autres choses qu'on va découvrir à travers le jeu. Donc voilà, pour l'instant, un city builder avec plusieurs couches quand même, qui est assez intéressant et assez profond. Mais, vous pouvez le découvrir dans la démo, donc je spoil rien. Arrivé donc à la fin en fait de cette démo, où on a à peu près vu quasiment toutes les façons de construire et de gérer son personnel, de gérer les crises, etc., gérer l'énergie, l'électricité, construire un peu plus sa station. On va mettre en place donc ce moteur expérimental, avoir assez d'énergie pour l'utiliser, et on va lancer le premier vol, transplanétaire, on va dire. En tout cas, on va générer ce trou de verre. Et là, d'un coup, on a droit à une cinématique assez folle qui se passe sur la Terre, sur le QG de Dolos, avec une conférence internationale, avec des journalistes partout, une foule qui acclame son président mégalomaniaque, comme on peut l'imaginer. Et on voit notre vaisseau qui commence à faire son saut, qui dans une grande étincelle de lumière blanche qui nous éblouit. Et on le voit plus, il a disparu. Mais là, le saut a détruit la Lune. C'est-à-dire que d'un coup, on voit que la Lune a été complètement explosée par ce saut et on ne sait pas ce qui se passe. Et donc ça, c'est la fin de la démo. Et après, on arrive donc dans la suite du jeu, que je vais un peu spoiler, mais pas trop, parce que vraiment la partie narrative du jeu est hyper intéressante, et super bien écrite et très réfléchie. On se retrouve donc plusieurs années en avance. Donc en fait, on a fait un saut dans le temps et on s'est pas du tout déplacé dans l'espace, entre guillemets. Et donc on voit cette Lune complètement exploser. On n'a plus de communication avec la Terre, on n'a plus de communication avec les stations spatiales alentour. Et ça pose de gros problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a plus le ravitaillement qu'il faut pour nourrir les gens. Comment on va faire avec très peu d'effectifs d'ouvriers et de techniciens et d'ingénieurs. Et là, le jeu commence vraiment. C'est-à-dire qu'on va commencer à déjà résoudre les problèmes, parce que notre vaisseau, on a pris un sacré coup après ce saut. Quasiment tout est pété, on a quasiment plus d'énergie, etc. Et on va aller explorer. Et une des premières choses qu'on va explorer, ou qu'on peut explorer, parce qu'en fait on peut explorer beaucoup de choses, ça va être la Terre. La Terre qui est complètement détruite, ravagée, il n'y a plus aucune forme de vie dessus. Et premier choix qui s'impose à nous, qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller vérifier à Dolos ce qui s'est passé, s'il y a encore des gens. On peut aller voir notre famille en tant qu'administrateur de la station, voir à l'endroit où on habitait s'il y a encore des gens. On peut faire des vols alentour partout sur la planète pour voir si on retrouve des survivants, et on peut aussi aller collecter des ressources. Donc déjà, rien que ça, moi, ça m'a énormément plu, parce que je me dis, ok, je suis en train de jouer à un jeu de gestion, mais en fait, c'est pas un jeu de gestion. Je suis en train de jouer à une vraie histoire avec des conséquences, avec mes actes, etc. Et pour vous donner un exemple, il y a quand on prend cette décision-là et qu'en fait on ramène la nouvelle à la station Tikkun, parce qu'en fait on envoie un vaisseau scientifique aller explorer la Terre, et en fait l'information arrive après à la station Tikkun. Et là et là d'un seul coup on a une information, avec une super illustration d'ailleurs d'un gars dans sa cabine qui a complètement pété un câble et qui a commencé à dessiner des planètes la Terre partout, avec des inscriptions vraiment flippantes, etc. Enfin, genre quelqu'un qui a pété un câble. Et on nous raconte ça. Les membres d'équipage parlent de rapports, de missions de votre expédition sur Terre, la perspective que tous les êtres chers qu'ils ont laissés derrière eux morts a détruit le moral d'un grand nombre de nos membres d'équipage. Les symptômes de ce traumatisme ont maintenant une appellation médicale: mal de la terre morte.
Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai fait ok, ce jeu, il est incroyable. Déjà, il était incroyable. Et là, j'ai fait ok, il y a vraiment un truc de fou. Il y a évidemment, tu perds du moral en termes de gameplay. Ce genre de choses. Il y a autre chose, par exemple. Donc, il y a plus de terriens, il y a plus de stations, il y a plus de dolos, il y a plus d'humains, quoi. Donc, en fait, qui restent, nous. Sauf que t'as une population d'à peu près 200 personnes sur le vaisseau et il n'y a pas de reproduction, enfin il n'y a pas de cycle reproductif parce que c'est un jeu qui se passe quasi en temps réel. Tu peux les accélérer comme dans tous les city builders. Donc comment on fait ? Et on va chercher des corps cryogénisés qu'il y a un peu partout, peut-être sur Terre, peut-être dans des stations abandonnées, peut-être dans des stations qu'on connaît pas, qui sont fondées entre le moment où on a fait le saut et le moment où on est. Et ça aussi, ça m'a complètement retourné. Je fais putain, en fait, on va chercher des corps cryogénisés et on va les décongeler pour pouvoir les utiliser pour pouvoir gérer ton vaisseau, quoi. Voilà, c'est ce genre de petits trucs. Il y a d'autres choses. On a exploré. On a exploré. On était plusieurs. J'ai exploré une station sur un astéroïde qui semblait être une ancienne station en fait pirate, quoi. Donc déjà, tu sais pas pourquoi il y a ça alors qu'il y avait pas ça avant. Et il y a un mal bizarre qui s'est répandu. C'est pareil, on te demande alors est-ce que tu y vas en risquant la vie de ton équipage ou est-ce que tu y vas pas? Alors évidemment tu y vas parce que moi j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe surtout si c'est la merde. Et effectivement j'ai quasiment tout mon équipage qui crève et j'ai juste le commandant du vaisseau qui est là et qui revient et pareil ça crée un truc déjà ça impacte son moral à lui et ça crée aussi pas tout de suite, et ça je trouve que c'est génial, c'est que c'est pas tout de suite. Ça met un petit peu de temps, comme si ça mettait du temps à arriver aux oreilles de tout l'équipage en fait du Tikkun. Et pareil, il y a des trucs qui se posent, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on ferait mieux de faire ça, etc. Donc voilà, toute une gestion du moral de ton équipage, mais qui a un vrai fondement narratif derrière. Donc et c'est super bien écrit, c'est super bien illustré. Les illustrations ont du sens. C'est pas juste de l'illustration SF qui sont très belles, hein, j'ai aucun problème avec ça, mais là vraiment tu sens que l'artiste aussi a mis du sens dans son art. Donc voilà pour la partie narrative du jeu. Et après la partie gestion est assez bien foutue, assez complexe. Je vous ai dit qu'il y avait 6 secteurs dans le vaisseau et on va commencer à pouvoir ouvrir ces secteurs. Alors de plusieurs façons, en fait, comme on n'a plus les codes d'administration de Dolos, on est obligé de forcer l'ouverture, donc ça nous coûte des ressources, ça nous coûte des hommes, et on va pouvoir commencer à envoyer des gens coloniser, entre guillemets, les différents secteurs du vaisseau. Secteurs que tu vas pouvoir commencer à spécialiser, alors soit dans l'habitation, soit dans l'industrie métallurgique, soit dans la construction de vaisseaux pour aller dans l'extérieur, etc. Donc une belle richesse à ce niveau-là, au niveau de la gestion. Et voilà, c'est comme je disais, c'est assez soft pour moi, pour pas m'ennuyer, pour pas que j'ai 12 000 trucs à gérer dans ce jeu-là et que je puisse me concentrer en fait sur l'exploration. L'exploration d'ailleurs qui va s'enrichir de plus en plus parce qu'à partir donc de ce début de jeu, on va commencer à pouvoir envoyer des sondes dans l'espace et pour essayer de récupérer des points d'intérêt ou des régions minières qui sont plus intéressantes. Et le système est assez bien foutu. On envoie une sonde et en fait on regarde sur la star map entre guillemets quoi, avec les ceintures d'astéroïdes, les planètes, on est dans notre système solaire. Et en fait l'endroit où on va choisir de mettre la sonde, quand on commence à scanner, il y a les différentes ressources qui montent en histogramme plus ou moins grand. Donc si on recherche de l'eau, on va essayer de chercher un où il y a un pic d'eau est très grand et il y a un pic de recherche en fait qui est en fait des curiosités. Et alors moi, c'est exactement ce que je cherche, parce que tu veux chercher s'il y a un vaisseau humain qui a été là, s'il y a encore des survivants, etc. Donc en fait, tu as encore ce jeu qui vient rajouter une couche sur toute la gestion derrière et qui vient servir la narration. Je vais pas aller plus loin sur le jeu. Juste un petit mot sur la BO, la bande originale du jeu, qui est composée par Guillaume David. Guillaume David qui est un compositeur français et qui s'était fait remarquer par un jeu du même studio sur Warhammer 40 000 Mechanicus et qui avait été vraiment acclamé et pareil qui était une musique hyper épique et là on retrouve ça avec beaucoup plus de douceur parce que évidemment quand on gère son vaisseau on n'a pas forcément envie d'avoir une musique un peu trop vénère parce que ça te déconcentre. Donc cette musique qui va t'accompagner tout au long du jeu, qui a beaucoup de claviers, beaucoup de synthés différents et une petite vibe rétro en fait. Là, j'aurais bien aimé qu'il y ait Julie quoi. Une petite vague rétro et électro qui est moi qui me plaît beaucoup. Et donc voilà,
C'est un super jeu. Moi, je l'ai découvert en démo l'année dernière, il y a pas très longtemps. J'avais fait la démo 3 fois, je crois, juste pour revoir aussi les cinématiques qui sont incroyables, portées par une musique de fou et qui te racontent vraiment quelque chose. Et voilà, j'avais envie de vous en parler et de vous inciter à au moins essayer cette démo. Et si vous êtes séduit, prenez-le et parlez-moi. Et la soundtrack, on peut l'acheter aussi derrière. Et il y a aussi un concept art book qu'on peut acheter aussi sur Steam. Voilà. Et alors, tu mentionnais Frostpunk. Est-ce que c'est aussi hardcore en termes de survie qu'un Frostpunk? Alors, je l'ai trouvé moins hardcore, mais il est quand même dur. Il est quand même très dur. D'ailleurs, j'ai vu plein de comment on appelle ça, d'avis négatifs en fait sur Steam et autres, où les gens disaient que c'est con parce que la narration est folle, tout est bien foutu et on a vraiment envie de continuer, mais le jeu est des fois trop dur et est basé aussi sur une ressource et il en faut peut-être un peu trop. En fait, je crois que c'est de l'acier, je sais plus exactement, mais ce qui permet de réparer constamment en fait ta coque parce qu'elle est tout le temps balayée en fait par des vents solaires et ce genre de trucs. Et du coup, tu as un peu l'impression de devoir accumuler que cette ressource-là et de gérer quasiment que ça. Alors, ces avis étaient sortis une semaine après le jeu, donc voilà. Je pense que le jeu est bien foutu à ce niveau-là et que le fait que ce soit dur, ce soit très bien. Et petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que quand on perd le jeu, on recommence pas depuis le début. Enfin, on peut, hein, mais on peut choisir de recommencer au début du chapitre. Et ça, je trouve ça assez malin. C'est-à-dire que t'as pas cette frustration d'avoir passé, je sais pas, 30-40 heures, peut-être un peu moins. J'arrive pas vraiment à évaluer. Et te dire, putain, il faut que je recommence depuis le début. Ce qui peut être cool des fois, mais ce qui peut être hyper frustrant. Donc là, tu peux revenir. Du coup, ça te permet de tester plein de trucs sans avoir forcément une gestion de tes sauvegardes derrière. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et pareil, l'impact moral, à quel point c'est mis en avant sur Ixion? Est-ce que c'est une vraie notion comme Frostpunk où si t'as plus de morale, tout le monde se... Ils font des grèves et ils commencent à cramer des trucs. Exactement. Aussi. Ok. Trop bien. Et, du coup, tu as aussi des façons de les divertir. T'as un aspect de la religion aussi qui est pris en compte. Donc c'est assez bien foutu à ce niveau-là. Ça sera moins, enfin, je l'ai trouvé moins psychologique que Frostpunk. Et encore, je pense que c'est pas ça que je veux dire. C'est que Frostpunk, c'est vraiment dur. Je trouve que il y a un aspect, même tu vois dans les cinématiques du début et tout ça, t'as un truc vraiment désespéré. T'as un truc avec les naissances, les enfants, les décisions que tu dois prendre qui sont vénères, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, dans Frostpunk, là, le fait de devoir décider si tu dois faire bosser les enfants. Ça, moi, c'est le truc qui m'aura marqué toute ma vie, tu vois. Et évidemment, je les ai fait bosser parce que faut pas déconner, quoi. Pas déconner. mais tu vois, c'est ce genre de truc. Là, je l'ai moins ressenti. Par contre, j'ai ressenti plus le côté SF, vraiment, tu vois. Et exploration spatiale. C'est un autre jeu, encore une fois. C'est un autre jeu, ouais. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que j'avais envie de clarifier pourquoi tant de gens avaient fait le parallèle avec Frostpunk. Je pense qu'il y a un gros micmac. Belle parenté. Ouais. J'ai même cru que c'était le même studio au début. J'ai été vérifié. Ouais. Ça doit être les mêmes studios. Pas du tout. Jeune couscous. Non, je suis pas obligé de dire mon nom comme ça, mais alors c'est tout à fait mon genre de jeu préféré, ou pas du tout. Donc je sais pas si ça m'intéressera d'y jouer un jour, mais en revanche, j'irais bien voir des vidéos, un peu du gameplay, enfin des gens qui jouent jusqu'à en avoir marre, mais ça m'a attiré quand même sur le côté, ouais, t'as des choix assez importants à faire et c'est pas juste de la gestion bête et méchante, quoi. Enfin, c'est ça qui me donne un peu envie dans ton discours, en tout cas. Mais après, ouais, je me connais et j'y jouerai jamais. Voilà. Ah, fais la démo. Ouais, mais je joue pas aux démos. Je joue pas, j'ai pas le temps de jouer aux jeux que j'ai envie de faire. Alors, les démos, tu vois, c'est pas très long, la démo. Ouais. Et c'est combien de temps, d'ailleurs? C'est les questions que je voulais poser. Le temps de démo? Ouais. Non, tout. Les deux. La démo et ta partie derrière. La démo, elle est j'ai joué 2 heures, je crois, dessus. Peut-être un peu moins. C'est 2 heures de Hades de perdu, par exemple. Ben, je veux pas non plus sur le tapis, mais... Et le jeu, alors j'ai pas encore fini, moi, parce que j'ai dû faire une pause là pendant les vacances et début à cause du boulot. Mais j'en suis à 30 heures et je l'ai pas fini. Mais je prends mon temps, moi. Okay. Mais t'as quand même une finalité dans la narration, non? Bah, je l'ai pas encore, moi. Ah oui, d'accord. Okay. Par contre, j'ai recommencé le chapitre. J'ai pas réussi à décryogéniser assez de monde et c'est parti en couille. Et mon vaisseau s'est fait détruire. Enfin, bref. Et du coup, t'as fait partie t'as été hardcore et t'as juste... Je suis revenu au début du chapitre, en fait. Ouais, ok. Voilà. Parce qu'il m'a pris
à contre-pied et j'avais envie de recommencer. Ok. Et ben, Célia, quand même. Parce que tu avais l'air de plutôt acquiescer pendant la chronique. Ouais, bah, c'est surtout que je bois les paroles de Cutrus à chaque fois qu'il parle. Ah là là, je trouve. Moi, je suis. Ah, pardon. Elle est très émue de ce Ouais, discours, donc très elle a émue. besoin de reprendre ses émotions un petit peu. Non, moi, je suis un petit peu comme Jaune Couscous. Pardon. Ah, c'est trop bien. Jaune, couscous. Jaune couscous. Les city builders, c'est pas du tout ma cam de jeu normalement. En fait, je suis un petit peu comme toi, Cutrus. Je tourne vite en rond et je m'ennuie vite. Et comme il n'y a pas vraiment de finalité, j'ai l'impression un peu de perdre mon temps. Moi, j'aime bien dans les jeux l'action et surtout le côté narration. Et du coup, pour le coup, ça m'attire pas mal parce que t'as vraiment mis en avant le fait qu'il y avait une histoire, le fait d'avoir des choix et des conséquences. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo aussi. Donc, c'est peut-être l'argument qui me ferait potentiellement m'intéresser à la démo justement et voir un petit peu de quoi il retourne. J'avais fait le jeu à l'époque Surviving Mars qui était aussi un city builder et dans l'espace et j'avais tenu 4-5 heures parce qu'au bout d'un moment je commençais à m'ennuyer aussi, mais il n'y avait pas vraiment d'aspect narratif, c'était vraiment des objectifs à remplir, donc je vais m'intéresser à ça et je vais peut-être faire la démo du coup. Mais c'est pas mon type de jeu non plus en fait, mais Frostpunk est celui-là. Et un petit peu Ad Aspera aussi, qui est un jeu aussi d'un city builder sur Mars pour faire de la terraformation, où il y a une histoire en fait derrière avec l'IA, avec la perte de l'humanité, etc. Et voilà, tout ce qui est une narration derrière, moi, ça m'intéresse. On aime bien le désespoir et la tristesse dans ce podcast. C'est ça. Et du coup, vu que t'as pas terminé, mais peut-être que tu sais, il y a plusieurs fins ou pas dans le jeu. Alors, je me suis pas spoilé, surtout pas. J'avais regardé que les let's play de la démo, tout ça, parce que il y avait des trucs que je comprenais pas. Et après, en fait, j'en ai vu d'autres et j'ai fait, je vais surtout pas savoir, en fait. Parce que, tu vois, j'avais même hésité à vous raconter après le départ, en fait, du Tycoon. Mais en même temps, d'un coup, le jeu prend beaucoup de richesse. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit et que j'ai cité 2-3 trucs que tu as très vite, en fait. Mais il y a plein d'autres trucs, je vais pas en parler parce qu'en fait, c'est juste du bonheur. Je te dis, moi, je prenais les captures d'écran et je les envoyais à un pote, quoi. Surtout qu'on était en train d'écrire un jeu SF aussi. Et donc, c'est mortel, quoi. Tu sens vraiment qu'il y a des auteurs derrière qui ont réfléchi à l'univers, qui ont réfléchi à plein de trucs et ça c'est cool. Et toi, tu as eu des impacts, des choix conséquences vraiment qui t'ont impacté où tu t'es dit finalement, j'aurais peut-être pas dû choisir ça? Dans tes parties ou pas encore? Ouais. J'ai perdu, justement, quand j'étais explorer la Terre, j'ai perdu tout l'équipage. J'ai fait une connerie. Mais en même temps, j'ai envie d'explorer toutes les solutions, moi, donc ça m'intéresse. En fait, à chaque fois, il y a tellement de. Enfin, ça te raconte une petite histoire. C'est pas non plus, tu vois, t'as pas 3 pages à lire, mais en fait, chaque truc, tu te dis, ouais, ok, qu'est-ce qu'ils ont prévu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, des fois, tu peux tout faire. Tu peux faire toutes les recherches dans l'ordre que tu veux. Et c'est plutôt l'ordre qui va avoir une conséquence, ou le temps que tu passes là-bas. Et il y en a d'autres où par contre tu as des choix irrémédiables, où tu prends un choix et en fait tout de suite tu as la conséquence. Donc... Ok. Trop cool. Nous, on aime bien. On aime bien, du coup, faut acheter. Ah ouais, il est un peu cher. Parce que sorti récemment, mais non, pas si cher que ça. 35 finalement. €, non, c'est pas cher. C'est pas si cher. Non, mais j'ai tellement l'habitude sur Steam, c'est de prendre des jeux indépendants. Ouais, c'est une mauvaise habitude. Ouais. Non, je soutiens les petits studios. Ouais, non, mais Soutenez les studios indés. C'est l'effet The Witness, là, le jeu à 38 € qu'on voulait pas acheter alors qu'il est juste génial, quoi. Ouais, ça vaut largement ce prix-là, quoi. The Witness, c'était trop dur pour moi. Peut-être, mais ça valait son prix. Mais ça valait son prix, je veux bien l'admettre. Merci Cutrus, c'était Ixion, développé par Bulwark Studios et disponible depuis décembre 2022 sur PC pour 35 € et plus si vous prenez les key art et le soundtrack. Et ben justement, vous l'avez entendu tousser dans le fond. Elle a fait exprès, c'était son moment. J'ai un bout de saumon coincé dans la gorge. Ah. Je suis désolée. On a bien aimé le détail quand même. C'était important, voilà. Mais maintenant qu'on t'a sous la main, Célia, on va encore parler de chat, mais pas de n'importe lequel. Le cultissime, j'ai envie de dire, celui à la fois noir et triste. Oh. Pas mal. Ça, c'est... Indice. Un indice sur votre écran. Oui, celui-là est un petit peu plus blasé que Stray dont on avait parlé la dernière fois.
Du coup, oui, comme vous l'aurez sûrement deviné, moi je vais vous parler de la bande dessinée Black Sad. J'ai découvert cette bande dessinée, moi, il y a 2 ans seulement. Et du coup, j'ai encore une petite anecdote comme la dernière fois, parce que j'aime bien les petites anecdotes. Je suis tombée dans une petite librairie sur les 6 albums. Et je vous l'avais dit la dernière fois, mais moi j'adore avoir plein de livres dans ma bibliothèque. La plupart du temps, je ne les lis pas, mais c'est juste parce qu'ils sont beaux. Et en fait, j'ai été attirée par la couverture du premier. Du coup, je l'ai feuilleté rapidement, on m'en avait parlé. Oui, je l'ai emmené. On l'a sous les yeux, ça peut passer. Je l'ai feuilleté rapidement parce que j'avais un petit peu entendu parler de cette saga. On m'en avait vraiment dit du bien. Et je suis tombée sur une planche et j'ai trouvé cette planche tellement belle qu'en fait, je me suis dit, je vais l'acheter. Et puis après, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais acheter les 6. Bah oui. Et donc, je suis repartie avec les 6 albums. Et du coup, je suis désolée pour les personnes qui nous écoutent, mais oui, j'ai emmené du coup le premier album parce que je voulais juste vous montrer notamment cette planche. Pardon. À casser la table. Là, vous voyez la planche? C'est celle-ci. Et en fait, cette planche, pour ceux qui ont l'album, elle est à la page 7. C'est, pour la décrire rapidement, en fait, ça représente le personnage principal, dont je vais vous parler un petit peu après, qui est avec son amante dans un lit qui est vraiment entouré de fleurs. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est tous les détails, les couleurs qui sont vraiment magnifiques, la mise en page. Et surtout, quand on tourne la page suivante, il y a vraiment un énorme contraste. Les planches sont beaucoup plus noires, beaucoup plus tristes. Et vraiment, je me suis dit, on a face à nous une BD qui fait passer des messages et qui les fait passer ne serait-ce que par les dessins. Donc forcément, le scénario, s'il suit derrière, doit être excellent. Donc pourquoi je vous disais que j'avais découvert cette série un petit peu en retard? Parce qu'en fait, le premier album est sorti dans les années 2000 et le dernier en 2021. Et du coup, pour vous en parler un petit peu plus, c'est une série de bandes dessinées policières qui met en scène des animaux humanisés. Au scénario, c'est Juan Diaz Canales. Et au dessin à la couleur, c'est Juanjo Guarnido. Je me suis entraînée à le dire. C'est bien prononcé. Cette saga, elle compte actuellement 6 albums. Donc le premier, c'est Quelque part entre les ombres. Il y a aussi Arctic Nation, Âme rouge, L'enfer, le silence, Amarillo et Alors tout tombe. Du coup, l'histoire, elle met en scène un chat noir, voilà, comme vous l'avez parlé juste avant. C'est un univers qui est anthropomorphique et ça se passe dans les années 50 aux États-Unis, comme je vous le disais durant l'introduction. Donc du coup, Black Sad, on le voit dès le départ, en fait, c'est un peu un héros solitaire. C'est un héros qui est désabusé, qui est vraiment blasé, torturé. Il a tourné le dos clairement à toutes les bonnes choses de la vie, on va pas se mentir, on le voit dès le début. Pour la petite histoire, c'est un ancien enfant des rues qui a été renvoyé de l'école et envoyé ensuite à l'armée. Et en fait, une fois qu'il quitte l'armée, il ouvre son cabinet de détective. Et en fait, nous, on le découvre à cette période de sa vie. Et au fur et à mesure des bandes dessinées, on comprend un petit peu son passé, on comprend un petit peu d'où vient sa famille, etc. Et pourquoi il en est arrivé en fait à être désabusé à ce point-là. Et d'ailleurs, petit fait amusant, que j'ai découvert pendant que je faisais mes petites recherches. Je suis désolée pour à tous, c'est terrible. Pour les personnes qui regardent ou l'anime ou qui lisent le manga Fairy Tail, j'ai appris que le design du personnage de Black Sad avait inspiré Hiro Mashima pour créer le personnage de Panther Lily. Voilà pour information, donc si ça vous parle. Et donc pour revenir justement à l'histoire, Black Sad, du coup, à chaque nouvel album, il va rencontrer de nouveaux personnages, il va avoir une nouvelle enquête à résoudre. Donc ça, c'est chouette aussi parce que ça permet à chaque fois de relancer un petit peu l'histoire, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir ces relations justement évoluer. Et parmi ces personnages-là, il y en a 2 qui reviennent régulièrement. J'en parle rapidement, ça ne vous spoile pas, mais c'est parce que c'est 2 personnages que j'aime bien. Il y en a un qui est commissaire de police, qui s'appelle Smirnov, et c'est un berger allemand. Et lui, je l'aime bien parce qu'en fait, il a une relation assez particulière avec Black Sad. C'est-à-dire que Black Sad, c'est vraiment le personnage qui va tout faire pour arriver à ses fins. Il ne respecte pas les règles, il s'en fiche, il rentre par toutes les fenêtres s'il faut. Là où Smirnov, lui, va être plutôt dans le côté justice, va essayer de faire les choses comme il faut. Mais parfois, c'est pas possible. Et donc, du coup, il y a cette relation un peu rivale, mais en même temps amie, durant lesquelles parfois Smirnov va aller chercher Black Sad, lui dire « Bon, écoute, là, je m'en sors pas trop. Est-ce que tu peux aller me chercher tel dossier ou discuter avec telle personne avec ta méthode à toi, qui est une méthode pas très orthodoxe, on va dire. » Et on a aussi un autre personnage qui s'appelle Weekly, qui on retrouve en fait dans tous les albums. C'est un journaliste qui est un ami proche de Black Sad. Et en fait, leur relation, pareil, est très sympa parce que
Black Sad va avoir besoin de Weekly très régulièrement puisqu'il est journaliste pour s'informer. Et là où Weekly va avoir besoin de Black Sad justement pour écrire ses articles, parce que Black Sad se retrouve très rapidement dans différentes enquêtes, rencontre différentes personnes. Donc ils ont une relation aussi qui est assez sympa et qui évolue bien, je trouve, qui est bien travaillée, qui évolue bien au fur et à mesure des albums. Et ça, c'est quelque chose, je trouve aussi, qui est assez important parce que parfois, dès le début, dans des sagas, on se retrouve avec des relations qui n'évoluent pas, qui ne changent pas. Et là, c'est vraiment pas le cas. Et pour vous en parler un petit peu plus, du coup, de ce qui vraiment, moi, m'a attiré, m'a plu dans cette BD et pourquoi je voulais en parler aujourd'hui. D'abord, ça reste une bande dessinée, mais ils ont réussi, en fait, à, je trouve, transmettre une atmosphère vraiment très lourde, très, très sombre. Donc, la partie, évidemment, par les dessins. Moi, je trouve qu'on ressent très facilement et rapidement les sentiments des personnages. Et d'ailleurs, je suis encore désolée, mais je vais encore montrer une image. Voilà. Pardon pour ceux qui nous écoutent, mais je trouve c'est une image qui retransmet vraiment, vraiment la terreur en fait quand on le voit là. Et c'est pas toujours facile de faire ça via les dessins, en tout cas moi je trouve. Et là, dans chaque planche, dans chaque image, on comprend vraiment ce que ressentent les différents personnages, et ça fait partie justement de l'immersion, je trouve, dans cette BD. Il y a aussi un jeu de voix off qui est assez sympa et qu'on retrouve régulièrement dans tous les albums. C'est vraiment Black Sad qui fait de l'introspection, qui se parle à lui-même. Et donc, il y a des répliques qui parfois sont vraiment très drôles et très cinglantes. Une autre chose aussi qui m'a bien parlé et que j'ai trouvé assez sympa, ça peut paraître un détail, mais en fait, plus on avance dans l'histoire et plus c'est important, c'est le fait que chaque animal qui a été choisi en fait, représente parfaitement le rôle qu'il intègre dans l'histoire. Donc, par exemple, Black Sad, c'est un chat. Donc, un chat, on le sait, c'est agile, c'est observateur, c'est solitaire. Et ça peut se montrer très malin pour obtenir ce que ça souhaite trouver. La bouffe. Vicieux. Notamment. Oui, c'est ça. Black Sad est vicieux, notamment. On sait aussi que les chats sont un peu blasés parfois, donc ça lui correspond complètement. La plupart du temps, les policiers, par exemple, sont des chiens. Donc, on retrouve l'image du chien policier, le chien qui va pister, qui va rechercher des indices, qui va avoir un côté respectueux des règles. On a, par exemple, un des politiciens, c'est un coq. Donc, le côté caractère un petit peu fier, qui se sent au-dessus des autres. On a, je vous en parlais avant, Weekly, le journaliste qui, lui, est représenté comme une fouine. Donc, comme son nom l'a dit, qui va aller fouiner pour trouver un petit peu les dernières informations. Donc, vraiment... chaque détail dans cette bande dessinée est réfléchi, tout est anticipé. On sent qu'ils n'ont pas pris un animal au hasard, qu'ils n'ont pas donné un rôle lambda. Et ça rend du coup l'histoire encore plus prenante et réaliste. Et il y a aussi un détail, moi, qui m'a pas mal marqué. C'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure que je lisais qu'en fait, ces personnages, c'est des animaux de base, mais ils s'habillent, ils se comportent comme des humains. Et en fait, au fur et à mesure, on oublie que c'est des animaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression de lire une bande dessinée avec des humains comme vous et moi, quoi. Et ça, c'est vraiment un tour de force, je trouve, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde de vraiment humaniser des animaux à ce point-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais mettre aussi en avant ? Ah oui, les thèmes qui sont abordés aussi dans les différents albums sont assez chouettes et assez importants, je trouve. On a des sujets vraiment différents, par exemple l'emprise forte qu'avait la mafia justement dans les années 50 aux États-Unis. On a pas mal de mise en avant de la politique qui est corrompue, beaucoup de notions du racisme aussi. Donc voilà, au-delà des scénarios qui sont très chouettes, de la beauté des dessins, on a vraiment des messages et des thèmes qui sont mis en avant dans ces albums. Et ça participe, je trouve aussi, à pourquoi il faut lire ces BD. Et je me souviens notamment, encore une petite anecdote, d'un des tomes, alors je crois que c'est le numéro 2 si je ne me trompe pas, où justement en fait le thème du racisme est vraiment mis à l'honneur. Donc je ne vous spoile pas, mais en gros, on découvre la montée d'un groupe extrémiste, et ce groupe souhaite vraiment que le pouvoir soit donné aux animaux blancs. Donc ça nous rappelle des thèmes de notre société, n'est-ce pas ? Voilà. Et du coup, Black Sad, c'est un chat noir, je vous l'ai dit, donc forcément, il est pris pour cible dans les premiers. Et en fait, cet album, moi, il m'a marqué parce qu'au-delà de se retrouver face à des situations qui vont malheureusement nous parler, qui sont vraiment réalistes, moi, quand j'ai commencé à lire Black Sad, je savais que c'était un chat, mais j'ai jamais vraiment fait j'ai pas fait le rapprochement que c'était un chat noir. Pour moi, c'était un chat lambda, pas de distinction particulière. Et cet album, il me l'a un peu injustement fait remarquer. Du coup, je me suis dit, ah oui,
moi vraiment j'avais un peu mes notions d'enfant et d'innocence, et du coup ça peut aussi choquer un petit peu. Et j'ai encore une fois vraiment passé des messages qui sont, je trouve, très chouettes et de la bonne manière en plus parce que c'est assez fin. Et j'arrête pas de dire mais j'ai tellement de choses à te dire. Et du coup, je vais refaire un tout petit focus quand même sur les dessins parce que je vous en ai parlé avant. Mais pour moi, au-delà du scénario, c'est vraiment ce qui participe au succès de cette BD. Pour moi, les illustrations, enfin vraiment, j'ai lu pas mal de bandes dessinées dans ma vie. On dirait une vieille. Dans ma jeunesse, j'allais dire. Mais, t'inquiète. Mais je trouve que ça fait partie, en tout cas, les premiers albums, des illustrations les plus belles que j'ai pu voir. En fait, je vous ai parlé du coup de cette planche qui m'a vraiment plu, moi, quand j'ai ouvert la bande dessinée, mais il y en a vraiment plusieurs, des comme ça, qui vont capter l'œil et qui vont faire qu'on va rester en fait et regarder un peu tous les détails. Moi, je sais que quand je lis des bandes dessinées, très souvent, j'ai un peu le réflexe de... je veux savoir où m'emmène l'histoire, donc je regarde un petit peu les dessins, mais je vais surtout tourner les pages assez rapidement. Que là, vraiment, je me suis retrouvée à certains moments à me poser devant une planche et de regarder un petit peu les détails, les couleurs, parce que vraiment, ça m'avait attiré l'œil. Et ça, je trouve que c'est assez rare et assez bien pour être noté. Voilà, comme je disais, du coup, les décors, les environs, vraiment, ils sont réalistes, ils sont détaillés. Les visages, je vous le redis, mais c'est vrai, ils sont expressifs et ça participe vraiment à l'immersion dans l'histoire. Et il y a un côté aquarelle qui est justement très bien amené, très bien utilisé, parce que ça met en avant vraiment le ressenti à l'instant T que le scénario a envie de mettre en avant. Et d'ailleurs, petite anecdote encore, je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot anecdote, il va falloir que je trouve des synonymes, mais en parlant des couleurs, pour revenir sur le fait que vraiment tout est réfléchi et anticipé, les couleurs ont une importance en fait particulière pour les auteurs. Par exemple, les couvertures en fait mettent en avant une couleur particulière par rapport au scénario. Par exemple, la toute première, là que je vous ai montré, la couverture est majoritairement noire parce qu'elle met en avant Black Sad, ou Black. La deuxième dont je vous parlais tout à l'heure justement avec la montée de l'extrémisme qui veulent mettre en avant les animaux blancs, la couverture est majoritairement blanche. Le troisième, il me semble que le sujet principal, c'est la montée du communisme, la peur de la bombe atomique, et c'est majoritairement rouge. Voilà. Donc du coup, vraiment, tout est réfléchi. C'est pas... que ce soit la mise en avant, le choix de l'animal, la mise en avant des couleurs, la mise en avant de la mise en page des planches. On sent qu'il y a eu vraiment un travail et des échanges faits derrière. Et ça participe encore une fois vraiment au fait que cette bande dessinée, elle apporte vraiment quelque chose. Est-ce que ça va jusque là dans la tranche au niveau des couleurs? Cette question-là, oui. Ça me démangeait parce que je me dis, du coup, si tu alignes chaque tes tranche a une couleur différente. Complètement chaotique. Ouais. Du coup, pour moi, c'est un défaut. Ça va, tu te sens bien? Non, mais du coup, on va enchaîner parce que je crois que tu as une anecdote pendant. Je crois qu'ils ont sorti un intégral, du coup. Oui. Ah oui, avec la boîte de rangement. Il y a beaucoup de les collecteurs, exactement. C'est bon. Tu peux respirer. On peut continuer. Et je suis pas sûr que leur série rentre dedans, par contre, parce qu'il est hors format en plus. Oh là là. Désolé. On peut pas tout avoir. Tu choisis couleur ou hors série. Je choisis de te laisser finir ta chronique. C'est gentil, merci. Donc voilà, donc je vais rapidement conclure, mais en gros, c'est vraiment une BD qui m'a plu, que je me suis aussi prise à relire, étonnamment. En termes d'album, forcément le premier il a un peu une place particulière dans mon cœur parce que c'est le premier que j'ai lu, on découvre le personnage, on découvre son côté vraiment un peu désabusé de la vie, et ce genre de personnages on les aime bien, en tout cas moi je les aime bien. Après je trouve quand même qu'il n'y en a pas vraiment un qui sort du lot par rapport à l'autre parce qu'ils ont chacun leur charme, leur personnage, leur histoire, leur ambiance, donc certains vont plus parler à des personnes par rapport à d'autres, mais je trouve que ce soit en termes de dessin ou de scénario, ils se valent quand même plutôt pas mal. Et j'irai pas plus loin, que Truss n'est pas d'accord avec moi. Je n'irai pas plus loin parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais juste pour info, j'ai fait quand même des petites recherches concernant la publication du prochain album, parce que pour info, le 6e en fait est lié au 7e, donc c'est le 6e en fait est en 2 parties, le 6 et le 7. Et apparemment, Guarnido confiait, je crois que c'était dans une interview au Parisien, que le numéro 7 était bien avancé, qu'il devrait normalement sortir cette année. Donc si vous êtes fan de polar, de BD magnifiquement illustrés et de chats à l'humour grinçant, je vous conseille Black Sad. Et c'est là qu'on clappe.
Je sais pas. C'est dur à faire un clap sans clap. Non, comme ça. Ah, c'est un petit applaudissement. C'est un petit applaudissement. Ok. Mais justement, pour rebondir, Quetrus, Oui. t'étais en train de dire non. Non, je disais pas non à Black Sad parce que Black Sad, faut absolument le lire et c'est fantastique. Et c'est cool que tu aies eu 6 numéros d'un coup parce que moi je l'ai commencé cette BD quand elle est sortie en fait en 1895 et ça a été putain une claque incroyable quoi. Je suis devenu complètement fan de Guardino, ça je prononce bien. Oui. Et je les ai tous suivis et l'attente était longue parce que vu le boulot qu'il met dedans en fait les albums mettent beaucoup de temps à sortir quoi. Et non j'adore Black Sad, je trouve ça génial, tu m'as donné envie de les relire en fait, je pense que je vais les relire. Moi j'ai juste eu je crois que c'est le tome 5 qui m'a fait arrêter et c'est pareil parce que t'attends tellement en fait de cette BD parce qu'elle te déçoit pas, en tout cas pour moi les 3 premiers albums, et je crois que c'est Fred qui disait ça aussi dans le Discord, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans la BD franco-belge et lisez-les parce que c'est incroyable. Et du coup je crois que c'est Amarillo je crois qui m'a un peu déçu, qui était un peu moins fort en fait au niveau des thèmes, même au niveau des dessins en fait. J'ai l'impression qu'il était un peu plus bâclé, donc peut-être qu'on lui a mis un peu trop la pression. Waouh. Commercial. Bah, c'est pas ça, c'est que c'est tellement ouf quoi, c'est tellement, mais attention, moi, j'ai acheté leur série aquarelle et tout ça, donc je suis vraiment fan de cette BD, mais en fait t'attends tellement en fait d'un nouveau tome parce que c'est ouf du début à la fin en fait, tout ce qu'il a sorti, tout ce qu'ils ont sorti par contre. C'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier le scénariste tellement Guardino nous en fout plein les yeux quoi, qu'à un moment donné moi j'ai été hyper déçu par je crois le 5e tome et après j'ai pas continué, donc je pense que j'ai tort et qu'il faudra que je continue et que je regarde, mais tu vois, ça fait plusieurs fois dans le chat qui parle d'Arctic Nation, c'est le 2. Oui. C'est incroyable. Enfin, cette BD, faut absolument la lire. Si vous devez lire une BD franco-belge, il y en a plein d'autres, mais celle-là, elle est ouf, quoi. C'est culte, quoi. Et puis, comme tu dis, les expressions, quoi. Enfin, moi, j'ai encore en tête une expression de, comment il s'appelle, le Jimmy Olsen de Black Sad, le journaliste Weekly, c'est ça. Une expression de peur. En plus pris un peu en contre-plongée parce que c'est Black Sad qui le regarde, mais l'expression de peur elle est ouf quoi, avec sa grande gueule ouverte et toutes les dents et tout ça, et t'as peur pour lui, et il y a plein de trucs comme ça, les histoires d'amour de Black Sad avec les expressions, avec les oreilles repliées en arrière, enfin non mais c'est ça, c'est des BD qui te filent des poils en permanence, qui a un vrai discours dedans, qui a une ambiance film noir années 50 qui est très marquée. Enfin, je pense que tu peux écouter de la musique en même temps d'ailleurs. Complètement. C'est ouf. Et puis voilà, ce mec-là est tellement talentueux, Guardino. Et en fait, il a été animateur chez Disney avant. Oui, c'est ce qu'il faisait. Et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, il est aussi bon. Dans l'anthropomorphisme. Il a commencé avec Max et Pluto, je crois. D'accord, ok. Donc voilà, je pourrais encore en parler longtemps, mais franchement, Black Sad, c'est une des meilleures BD que j'ai lues. Je fais un aparté sur quelqu'un qui vient de mettre Attends, c'est la cover de... Ça va être le 6, je pense. Ah non, attends. Attends. Under the Skin, je sais pas. Le jeu. C'est le jeu. C'est la transition, je vais pouvoir parler, c'est cool. Non, bah alors, parce que c'est Gigos. Ah non, Gigos, qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est décidé à craquer pour les BD après avoir adoré le jeu vidéo, même s'il était fini au pipi techniquement. Alors là, on a dû dire pipi à cause de Gigos, mais il est pas trop nôtre, donc voilà. Avant, je veux juste rebondir sur du coup ce que tu disais par rapport aux albums. J'ai lu pas mal de retours justement par rapport à Amarillo, de personnes qui disaient que voilà, en termes de dessin, ils avaient été un petit peu déçus, mais qu'apparemment ça avait été pris en compte et que c'est pour ça que tu me diras si tu le lis, mais dans le 6e, pour le coup, on retrouve un petit peu la patte de Guarnido. D'accord. Ok. Et je te conseille du coup d'attendre que le 7 sorte. Oui, parce c'est ce qu'on m'a dit. Le 6 se termine et c'est très frustrant. Donc je te conseille d'attendre, comme ça tu pourras tout relire en même temps. Et c'est bon, je te laisse la place. C'est pas moi la chef. Tant qu'on me donne la parole. Non, mais c'est pourquoi ça m'a fait réagir, parce qu'en plus, pour ceux qui nous écoutent uniquement et qui ne sont pas sur Discord au moment où on enregistre, venez. C'est trop tard. Mais oui, je viens de tilter sur la cover du jeu parce que ça me disait quelque chose. Je m'étais dit, tiens, c'est pas une cover, c'est pas la cover de la BD.
C'est bien la cover du jeu. Et justement, on en parlait Ah oui, c'est vrai. avec John Couscous. Ah, t'as pas Toujours du jaune. Jaune ou couscous. Ouais, parce que c'est vrai que moi, mon expérience de Black Sad, elle s'est arrêtée jusque-là, au jeu vidéo, que je n'ai pas terminé, parce que j'ai malheureusement peut-être joué trop tôt à la sortie, parce que j'avais envie d'y jouer, ça m'attirait, l'univers, je trouvais très cool. À ce moment-là, il fallait pas jouer au jeu. Aujourd'hui, apparemment, peut-être un peu plus, mais ça m'a peut-être donné envie de redonner une chance. En tout cas, la BD, c'est sûr que je vais la lire un jour. J'ai jamais lu. Mais par contre, je suis surpris, c'est sorti en 2020, tu disais, je crois? Dans les années 2000. 2000 Le et premier 2001. album. Ah, 2001, c'est peut-être ça où j'ai compris 2020. Ouais. Ça me paraissait 2001, plus vieux que ça, mais ok, j'ai mal compris. Désolé. Mais ouais, pourquoi pas attendre le 7 pour les enchaîner d'un coup, mais on sait pas si c'est la fin, le 7. Non, c'est la pas. suite, mais ok. Oui. D'accord, mais oui, ça a l'air très beau. Vraiment, quand tu nous montrais les différentes planches, c'est vrai que ça avait l'air ouf. Et même l'univers, pour le coup, je le connais un petit peu. Et ça, c'est quand même pas mal. J'irai pas jusqu'à faire les blagues de ça met les poils ou c'est pas la même patte. Ah, j'ai même pas fait gaffe. On a compris les blagues sur les animaux. J'ai pas fait exprès. Mais ça me donne très très envie en tout cas. C'est beaucoup plus subtil en termes de blagues que Stray. Oui, exactement, c'est ça. Réécoutez Stray, vous allez être horrifiés. En tout cas, ouais, c'est beau et je lirai un jour, c'est sûr. Il faut. Il faut. Et effectivement, tu fais bien de dire que le 7e est en cours de préparation, parce que pour moi, ça s'arrêtait encore à 6, mais pas du tout. Merci en tout cas, Célia, pour cette chronique sur Black Sad. C'est du coup une série de 6 albums publiés par Dargo depuis les années 2000, scénarisé par Juan Diaz-Canales et illustré par oh là là, j'ai trop de mal. Juanjo Guarnido, est disponible du coup chez vos libraires autour de 15 et 50 euros. John Couscous a tilté sur le 50 euros de la chronique précédente, c'est parce que c'est les intégrales. Ouais, très bien, merci. Voilà, c'était tout. Mais justement, puisque je t'ai donné la parole, pas sûr de savoir si on a le gentil ou le méchant chroniqueur à cette table. Est-ce que tu vois le pont que je suis en train de créer? C'est bon, je l'ai. C'est bon, tu l'as? Ouais. Est-ce que l'un ou l'autre des John pourrait y répondre? Les deux peut-être, mais de quoi je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous expliquer. Ça s'appelle, c'est un jeu de société qui s'appelle Jekyll vs Hyde. Et déjà, pourquoi je vous parle de ce jeu? Parce que bon, c'est même pas un truc qui vient de sortir, c'est pas non plus un truc qui est sorti il y a très longtemps, mais en fait c'était la dernière semaine avant le Nouvel An 2023, et j'avais besoin de récupérer un colis dans un magasin de jeux, comme par hasard. Et puis on prévoyait pas spécialement de fêter le réveillon avec madame, donc je me suis dit, si on regardait le top des ventes de jeux à deux de l'année 2022. Et je suis tombé sur ce jeu-là en cliquant à droite à gauche, mais il est sorti en 2021. Mais c'est pas grave, ça peut être quand même un bon jeu. Allez, vas-y, on y va. Donc je fais la petite fiche info de ce jeu. En fait, c'est un jeu qui est dans l'univers du roman de Robert Louis Stevenson. Donc ça a été publié en 1886. C'est là où je faisais référence dans l'intro. C'est issu d'un très vieil univers, encore plus que Truss. Le titre original d'ailleurs de... Il faut le faire. C'est plus vieux que Truss. Et il n'y a pas beaucoup de choses... Bonne année. C'est faux. Bonne année, Cutrus. Ouais, bonne année. Et surtout la santé. C'est peut-être la dernière. C'est peut-être la dernière. Profitons-en. Et d'ailleurs, j'avoue que je savais même pas, mais le titre original du roman, c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Pour moi, c'était juste Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc voilà. Pour la culture, je vous partage ça. Toi qui écoutes, tu savais peut-être pas. Et je suis fier de parler d'un truc aussi vieux, parce que je parle souvent des trucs qui sont récents, qui viennent de sortir, et du coup, ça change un peu. Même si en vrai, le jeu, il a 1 an, mais bon. D'ailleurs, il y a eu des dizaines d'adaptations au ciné, théâtre et à la télévision, mais je pense que vous en avez forcément au moins vu une. Et donc ce jeu, Jekyll versus Hyde, donc l'auteur c'est John Hill et illustrateur Vincent Dutray. Prédestiné, je pense, à faire ce genre de métier. Voilà. Ça a été fait par Mandu Games, donc MAND2O. C'est un jeu de cartes à la base, ou c'est plutôt un jeu de plis, pour être précis, où on a 21 cartes de lutte, 4 cartes de potions, 3 jetons, un plateau de jeu et un très joli pion, ou marqueur de personnalité plus précisément. Et c'est un jeu qui se fait uniquement à 2 joueurs, pour votre information. Donc je vais vous expliquer un peu les règles. Donc il y a un objectif à la base. Donc pour Dr Jekyll, il faut se libérer de l'influence de Mr Hyde. Et pour Mr Hyde, il faut dominer le Dr Jekyll et le faire basculer dans les ténèbres. Donc en fait, voilà, chacun sa vision du jeu, et évidemment, le but étant de battre l'autre. Sur le plateau de jeu, on a un pion, que je vous ferai passer après, que j'ai sous la main, qui commence sur la partie droite, et il y a 10 cases pour aller jusqu'à la partie gauche du plateau. Et ça se joue en 3 manches au maximum. On a 10 tours par manche.
Le Dr Jekyll, son objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte de gagner et de perdre autant de plis. C'est-à-dire que dans un idéal, il doit gagner 5 plis et en perdre 5. Et le Mr Hyde, c'est soit de perdre le maximum de plis, soit de gagner le maximum de plis. Donc du coup, vraiment, on joue pas du tout de la même façon qu'on soit l'un ou qu'on soit l'autre. Et sur chaque manche, on distribue 10 cartes à chaque personne. Donc si vous comptez bien, 7 cartes x 3, ça fait 21, plus 4 potions, ça fait 25 cartes. On distribue donc en tout 20 cartes. Ça veut dire qu'on en met 5 de côté, mais on y reviendra plus tard sur ce compteur. La manche commence. Il m'a perdu. C'est les gens qui aiment les chiffres auront suivi. Je vais parler des jetons aussi. Il y a quelque chose qui est assez particulier dans ce jeu. Il y a une mécanique, c'est au niveau des jetons. Donc c'est un jeu de plis simple. Donc vous savez, il y a des chiffres sur les cartes qui vont de 1 à 7 par couleur, rouge, violet et vert. Si t'as un 7, ça bat le 4, ça bat le 5. Ça paraît logique. Jusque là, ok. Chaque carte étant unique. Donc voilà, comme j'ai écrit, si j'ai un 4 rouge et que mon adversaire a du rouge, et il a notamment un 2, il peut le jouer. À ce moment-là, je gagne le pli. Jusque-là, je pense que ça n'est pas surprenant. Ce qui change un peu à ce moment-là, dans le jeu, c'est qu'en fait, je vais poser mon jeton rouge sur un des 3 emplacements du plateau qui va définir la force des couleurs. La première couleur jouée définira la force de carte la plus faible. Ce qui veut dire que si on commence par le rouge, le 1 vert ou le 1 violet sera plus fort que le 7 rouge. Et là, on se dit, ok, donc là, si je joue trop tôt mes cartes fortes, finalement, ça va devenir des cartes faibles. Donc la stratégie commence doucement à s'installer. Mais bien évidemment... C'est une belote, quoi. C'est pas... Non, tu choisis pas forcément l'atout, parce que c'est... Non, c'est pas une belote. Non. Voilà, en fait... Parce qu'il n'y a pas, je prends carreau, je sais plus, ça fait longtemps que je peux jouer à la boîte. Mais voilà, donc ces jetons, on les pose pour définir cet ordre, mais ça n'est pas tout. Mais avant de parler de ça, je vais parler des potions, puisque je vous évoquais un peu plus tôt, il y a des potions. Lorsqu'on joue une potion suite d'une carte de couleur, on va activer un effet. Et donc, ces fameuses couleurs dont je vous parlais, il y a le violet, qui correspond à l'orgueil. On va voler un pli à l'autre joueur. Donc, stratégiquement, on se dit, je suis Mr Hyde, j'ai pas fait beaucoup de plis, c'est le moment d'aller voler un pli grâce à cette potion. Si on joue la couleur verte, l'envie, je sais pas si tu veux dire, voilà. Là, on échange 2 cartes, enfin jusqu'à 2 cartes s'il nous en reste 2 en main, avec son adversaire. Donc pareil, on redistribue un peu les cartes, tout ça, ça peut être sympa. Et enfin, le rouge, la colère. Mais non. Merci beaucoup. On réinitialise la force des couleurs des cartes, donc les 3 jetons posés sur le plateau sont retirés et on va les remettre en jeu en fonction des prochaines cartes qu'on va se mettre à jouer. Donc finalement, le rouge du début qui était faible peut redevenir fort. Et là, la stratégie continue. Au niveau de la particularité de des potions, elles vont de 2 à 5 seulement, enfin de 2 plus à 5 plus, juste pour dire en cas d'égalité, le plus est plus fort. Un 2 plus contre un 2. Et comment se déroulent les manches? Du coup, au final, on joue les 10 tours, les 10 cartes qu'on a en main. À chaque fin de manche, on compte les cartes de pli. Admettons, le Dr Jekyll fait 6 et Mr Hyde fait 4. 6 moins 4 égale à 2. Ça va niveau calcul, Anya, je t'ai pas perdu à ce moment-là? C'est horrible, c'est chiffrer les lettres. Bon, c'est ça. Et donc, si un écart de 2, le pion va avancer de 2. Le petit pion qui va définir l'avancement de la progression de la partie. Et au début de chaque manche, la première manche, on échange une carte, la deuxième 2, la troisième 3, histoire de un peu redistribuer les rôles. Et si on a trop de potions en main, c'est-à-dire 2 ou plus, on est obligé d'en donner une au joueur en face pour un peu équilibrer le jeu, quoi. Ce qui est pas mal. Et là, normalement, vous commencez à comprendre qu'il y a une mécanique, parce qu'il y a les couleurs qui définissent les forces, les potions qui donnent les pouvoirs, l'ordre des couleurs qui donne la force des cartes, et au final, savoir si on va gagner ou perdre un pli devient un peu compliqué. Faut quand même jouer pour comprendre. Mais en vrai, quand on joue, c'est pas si compliqué. Au final, j'espère que vous aurez un peu compris ces règles-là. Si vous voulez, on peut faire une partie après, pourquoi pas. Mais mon avis sur le jeu, c'est que il est, je pense que, donc je vous ai pas dit, mais ça vaut 15 €. Je pense que tout le budget du jeu est parti dans le pion, dans le meeple de départ, parce que pourtant le meeple que je vais vous faire passer, vous allez voir, donc c'est des cartes assez standards, et le meeple est tellement lourd, fragile que en métal. Il est protégé. Je le fais passer par de l'autre côté. Ça va créer des interférences. Non, je pense pas. Non, il y a pas de plus. Un pion du Monopoly. Mais que tu peux retourner, en fait. Super. Ah. Un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà, tout simplement. Il y a les... Oui, ça fait un très joli pion de Monopoly, mais la comparaison avec ouais, c'est un peu dur. À 15 €. Il est joli, le oui. Mais après, voilà, ça reste un jeu avec des cartes à 15 €, ça va. Je suis une mauvaise langue. Là, t'es hyper mauvaise langue. Ouais, j'avoue. Merde.
Et en vrai, je vous ai expliqué les règles, elles paraissent compliquées comme ça, mais elles sont assez simples. Enfin, je pense qu'il faut à peu près 5 minutes pour les comprendre quand on a commencé à jouer. Et ce qui est intéressant, c'est la tactique qui va se créer autour, comme je vous le disais, parce qu'il y a plein de mécaniques qui fait que tu penses que tu vas gagner alors que tu vas perdre, et peut-être aussi que jouer Hyde est plus simple parce que c'est un peu bourriné, quoi. C'est soit tu as envie de tout perdre, soit tu as envie de tout gagner. Alors que l'autre, faut un peu gagner, un peu perdre, ce qui lui donne un côté schizo finalement, ce qui est plutôt pas mal. Il y a 2 façons de jouer, voilà, comme je disais, et je pense que le mieux en fait, c'est surtout de faire une partie de chaque pour vraiment pour se mettre dans la mécanique en face. Et après compter les points pour savoir qui a gagné si vous voulez définir un gagnant. Et il n'y a pas vraiment de comparaison, mais j'avais beaucoup apprécié The Crew, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jeu de pli qui me plaisait, donc ça m'a fait plaisir de m'intéresser aussi à celui-ci, parce que je le trouve un minimum original pour un jeu de pli, et pour finir, j'ai envie de dire, on joue quand vous voulez, voilà. Mais à 2 seulement. Du coup, faudra, du coup, faut la guerre, quoi. Faudra, voilà. Je sais pas qui veut partir maintenant pour qu'on puisse jouer. Je plaisante, bien évidemment. Célia, on joue ou on joue pas? Si, on joue. Ah. On joue, et alors, je vais pas mentir, tu m'as un peu perdu à un moment donné. J'ai essayé d'écrire ça de manière simple. Je pense qu'en fait, il faut vraiment jouer pour se rendre compte. Mais j'adore les jeux à 2, je trouve qu'il n'y en a pas assez, ou en tout cas que j'en connais pas assez. Moi, j'adore les jeux de société, et pour le coup, c'est beaucoup de jeux en général qui se jouent au minimum à 3 ou 4 que j'ai. Mais déjà, tu as parlé de The Crew, et donc c'est un de mes jeux préférés. Juste pour le côté jeu de pli. Oui, mais du coup, rien que voilà, si tu compares entre guillemets un petit peu ça, si ce genre de jeu te plaît, je pense que du coup, ce jeu-là peut me plaire aussi. Et j'aime vraiment bien la notion d'avoir 2 personnages et donc 2 manières de jouer différentes, parce qu'en fonction du jeu que tu as, si tu joues plus stratège ou pas forcément un personnage te parlera mieux qu'un autre, et du coup il y a le côté challenge si tu changes de personnage en cours de route, enfin une fois la partie terminée, et j'aime bien cet aspect là aussi. Donc oui carrément je joue pour ce magnifique pion à 15€, voilà. je clarifie peut-être un petit peu maintenant que j'ai expliqué toutes les règles un peu, pas en désordre, mais c'est vrai que visuellement c'est peut-être plus simple de comprendre, mais c'est l'écart des plis remportés qui va créer les points pour Mr. Hyde, et le but n'étant de pas avancer trop pour pas arriver à l'opposé et sombrer dans la folie. Donc une partie équilibrée fait que ça avancera pas trop, une partie déséquilibrée fait qu'on va vite perdre côté Jekyll ou vite gagner côté Hyde. Piotrus, Oui. est-ce qu'on est plutôt Jekyll ou Hyde? C'est une bonne question, ça. Plutôt Jekyll, je pense, quand même. Il est pas sûr. Non. Ça dépend de l'heure. Je sais pas. Mais toi, vu comment tu me regardes, plutôt Hyde. Non, est-ce que c'est un jeu qui te tente? Oui, carrément, mais comme tous les jeux. Et je trouve le concept vachement intéressant, en fait. Le Jekyll versus Hyde, c'est bien trouvé, quoi. Moi, j'adore Dutray aussi, Vincent Dutray comme illustrateur. J'ai pas trop vu les cartes, je sais pas s'il y a énormément de travail d'illustration dessus, mais par contre, la boîte est magnifique. Du coup, tu peux la mettre devant Black Sad si t'aimes pas les couches, tu vois. Les trucs dépareillés. Mais ouais, la boîte est très, très jolie. Et ouais, c'est. Je suis pas très jeu à 2, mais pourquoi pas. Je me laisserais bien tenter. J'ai le droit de compléter ma chronique. Ouais, bien sûr, pardon. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de l'aspect visuel. Peut-être parce qu'il m'a pas spécialement marqué. Je trouve ça bien. C'est pas incroyable, mais c'est pas moche. Donc c'est aussi pour ça que. Non mais c'est peut-être la méca qui fait qu'il n'y a pas tant de diversité. Parce que est-ce que sur les plis d'une même couleur, c'est les mêmes illustrations? Et d'une même couleur, non. Mais peut-être est-ce qu'un 6 équivaut à un 6 remarque, si regarde, tu vois, le 4 et le 5 violet ont la même design. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Tu vois, le 1 et le 2 ont le même. Donc il y a le 7 est différent visiblement. Et le 2 rouge n'est pas le même que le 2 violet, mais c'est approchant quand même. Moi, je le trouve très chouette. Ok. Parce que Dutray, il a bossé sur quoi Il a bossé sur All Tray, par exemple, qui est sorti il y a pas longtemps, l'année dernière chez Studio H. En 2022. Je me demande, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est lui qui a bossé sur Muséum aussi, avec des illustrations mais incroyables, quoi. Et donc, je vous invite à aller voir son travail à Vincent Dutray. C'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs en ce moment dans le jeu de société français. Ok, rien que ça. C'est marrant parce que j'avais cherché Jeon Hill, ce qu'il avait fait comme autre jeu, et j'ai pas trouvé d'autres jeux. et du coup, je fais ça doit être pareil pour Vincent Dutray. Et je me suis arrêté là. C'est quoi? C'est Jeon Hill? Jeon Hill. Jeon Hill. Je le prononce peut-être mal, mais.
Ouais, non, mais parce qu'en fait, pourquoi je te pose la question? Parce que Il y a sans doute une raison. Ouais, parce que j'ai fait mon petit, quand même, mon petit brainstorm et mes petites recherches. Et d'un site à un autre, ils mettent pas forcément le trait. Et Oui, c'est pour ça j'avais que... constaté aussi, ouais. C'est vrai. Mais je me suis fié à la boîte parce que je me suis dit qu'ils sont pas trompés sur la boîte quand même. Voilà, c'est ça. Il a fait les Chevaliers de la Table Ronde aussi, Vincent Dutray. Ah. Ouais. Oh putain, mais ça date. Oui. Ça date un petit peu. Ah, c'est 2020, j'ai noté 2021. Bon, bah voilà, ça va pas te sortir, mais. C'est pas très. Mais on s'en fout, je pense. Voilà. Et toi, t'as envie d'y jouer? Est-ce que j'ai envie d'y jouer? Je sais pas trop. Je vois la méca, je vois le potentiel. J'avoue que je pense que j'ai compris ces histoires de plis, de couleurs, machin. Je sais pas si ça me plairait. Mais en même temps, je suis très exigeante en jeu de plateau. Je suis très restrictive. Dans le sens où j'aime beaucoup un genre et je vais poncer le genre et je vais pas m'intéresser au reste parce que je suis pas très diversifiée dans mes choix. C'est pas grave. Et que truc, je te vois prendre le micro, c'est pour ça que j'étais en attente. Non, parce qu'il a aussi illustré Nagaraja de Katara et Théo Rivière qui est juste au-dessus là. C'est vrai qu'il y en a Théo Rivière dans le bureau de sous-scellé. Est-ce qu'on peut l'appeler? Non, on va pas suivre. On pourrait l'appeler, mais on va peut-être le manger. Théo. Ah ok, et qui est très bien d'ailleurs comme jeu, Nagaraja. Qui est un super jeu. Putain, du coup j'ai pas fait gaffe, j'ai pas reconnu le trait. Et ben voilà, on découvre tout en même temps que la chronique et parce qu'on fait, on a a priori mal fait nos recherches. Est-ce que j'ai dit le temps de jeu de Non, t'as pas dit le temps de jeu. Eh ben comptez une quinzaine de minutes, donc ça se fait assez vite quand même. Après ça peut être plus court si c'est... Ça peut durer 5 minutes si il y en a un des deux qui est nul. Ça c'est vrai aussi. Donc il vaut mieux jouer avec quelqu'un qui sait à peu près jouer comme toi. En attendant que les patates cuisses pour la raclette ou genre des trucs. Ça tu peux pas. T'en fais deux. T'as quand même, je pense que t'as une petite phase de learning avant de commencer à faire de la strat sur des... Même si c'est pas une méca super compliquée, tu vois, mais... Après, tu pourrais faire un run d'Hades en même temps, enfin, tu vois... Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ouais. De quoi on parle là, dans cette chronique? En tout cas, merci, John. C'était Jekyll versus Hyde, le jeu de cartes créé par Geon Hill. G-E-O-N-L. Gonil. Voilà. C'est écrit dans la description. Donc. Et c'est écrit dans la description, illustré par Vincent Dutray et du coup édité par Mandu Game pour 15€. La petite Corée en face. C'était très envoûtant, du coup j'avais très envie de son lumière voilà. Ici. On aime bien. C'est le spectacle quoi. Moi je savais que le son, mais niveau lumière c'est top. Mais est-ce que ce serait pas l'heure des coups de cœur pour le coup? Il y a pas un non, ça n'existe plus. Non, c'était les défis. Non, ça. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Je suis pas au courant de la saison 1. Désolé. Il y a même plus le bouton pour les défis. Non, c'est faudra mettre quelque chose de la saison 1 quoi. Ah ça. Il faudra mettre des petits sons surprises à l'occasion, genre t'appuies comme ça en random, je sais pas. Bref. On s'en fout. Vas-y, coup de cœur. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Moi, mon coup de cœur, c'est le PodTrack 3000. J'en ai. On va parler du pod. Ah, c'est vrai que t'en as un qui est Aïe. Cette équipe, dis donc. Aïe. Mais parce que John fait le malin depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il a un coup de cœur? Alors, j'en ai 1000, mais. Un seul. Je l'ai peut-être déjà eu ce coup de cœur. J'en ai sans doute déjà parlé de ce jeu vidéo, mais Non, c'est pas Hades. Hades 2. Hades 2, ça sera peut-être un coup de cœur plus tard. On en parlera, on fera une émission spéciale. Évidemment. Non, on fera un bonus Patreon, peut-être. On verra. Et ouais, non, mon vrai coup de cœur, c'est un jeu auquel j'ai rejoué récemment, qui défonce de ouf, qui a des mises à jour ultra régulières. Et c'est rare que je retourne dans un jeu vidéo. Là, ils ont sorti il y a pas très longtemps. 32e DLC. Non, un jeu qui de base n'était pas buggé. Un roguelike. Indice, vous pouvez peut-être avec un perso avec une épée. Un perso qui est mort et qui prend un corps le temps d'un run et qui en travelling horizontal. En pixel art magnifique, un studio français. Magic. Je vois très bien de quoi tu parles. Et qui récemment au Game Awards de fin 2022 a annoncé un DLC Castlevania. Alors, ça marchera tellement. Mais bien sûr, et j'ai rejoué donc récemment, bien sûr. On parle de Dead Cells, vous l'aurez peut-être compris. Il est fabuleux, il est incroyable, les musiques sont géniales.
Franchement, je pense que c'est dans mes musiques préférées ever de jeux vidéo. Ils ont tellement de références à d'autres jeux. Enfin, là, j'ai rejoué donc il y a une semaine et on parle de Hollow Knight, on parle de Shovel Knight, on parle de Hotline Miami. Enfin, vraiment, ils s'en cachent pas, quoi. Ils font des petits clins d'œil à tout le monde. Ils s'éclatent. Ils ont sorti un mode pour rendre le jeu plus accessible aussi. Exactement comme l'a fait un certain Céleste quelques mois plus tôt. On peut baisser la barre de vie des ennemis, on peut baisser les dégâts qu'on subit et du coup ça rend le jeu accessible à plus de monde. Ça rend le platine plus facile. Ok, je l'ai eu, c'est bon, on passe. C'est un détail, mais non, vraiment jeu incroyable. À chaque fois que j'y rejoue, j'ai l'impression de redécouvrir un jeu qui a des trucs en plus. C'est ouf, vraiment. Et dès qu'il y a un DLC qui sort, je l'achète et même si j'y joue pas parce que ils font tellement du bon taf que ils méritent notre soutien. Fin du coup de cœur. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Ah mais il est ouf. Franchement, je vous le dis au moins une fois pour la culture. Non, il est ouf. Mais je me demande si on l'avait pas chroniqué au tout début. Je sais pas, mais j'ai pas quasi sûr. On en a... c'est pas grave si on en reparle. Mais regardez, du coup, écoutez tous les contrecasts. Ouais. Et puis, vous... Exactement. À chaque fois qu'on parle d'une référence d'un épisode passé, réécoutez-les tous et vous allez tomber dessus. Célia, est-ce que tu as un coup de cœur? Oui, et j'ai absolument pas bien travaillé parce que j'ai encore pris un livre que j'ai ramené. Donc je suis désolée encore. Non, pas du tout. Je vous ai ramené. Alors bon, je suis une grosse fan d'Harry Potter et j'ai découvert l'éditeur qui s'appelle Minalima, qui fait des illustrations incroyables. Donc ils sont pas mal connus justement parce qu'ils ont travaillé sur la saga Harry Potter et les animaux fantastiques. Mais ils ont sorti pas mal d'autres livres plutôt classiques de la littérature, donc tout ce qui est Peter Pan, Livre de la jungle, il y a Le Magicien d'Oz, Alice au pays des merveilles, etc. Et du coup, je suis tombée sur cette collection qui s'appelle Les classiques illustrés. Donc, ils reprennent toute l'histoire des Harry Potter. Pour le moment, je crois qu'il y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis. Mais en fait, c'est magnifique parce qu'au-delà du texte, tout est illustré. Il y a des pop-up aussi à l'intérieur. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Il y a on peut lire la lettre de Poudlard. En 3D. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu de pop-up dans un bouquin. Ça rappelle les petits enfants. En fait. Exactement, en fait. Avec des petits... Il y a les yeux qui bougent sur le tableau. Il y a la lettre de Poudlard qui est je sais plus où, qu'on peut aussi lire, qu'on peut sortir. Enfin, tout ce papier de soie incroyable. Oui, j'ai tout gardé. Voilà. T'as raison. Protégé. Et en fait, moi, j'adore Harry Potter. J'ai pas mal de collections différentes des livres, mais vraiment, ça, je suis tombée dedans parce que, vraiment, je trouve que ça, déjà, c'est un livre c'est clairement un objet de collection, moi, je trouve. Je l'ai absolument pas lu, ce Harry Potter-là, cette version, je l'ai juste mis dans ma bibliothèque pour décorer. Comme la plupart des autres livres, encore une fois. Mais je trouve que pour, par exemple, des enfants, je sais rien, de 7 à 10 ans, ça peut être un bon moyen de rentrer en fait dans cet univers-là. Le côté illustré, c'est un petit peu plus simple, ça permet de se mettre un peu plus facilement peut-être en tête le côté imaginaire de J.K. Rowling. Et du coup, voilà, comme je vous le disais, il y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis pour le moment. Le 3e est prévu à l'automne 2023, de cette année, si je me trompe pas. Et je vous conseille vraiment, si vous aimez les beaux livres illustrés, de vous rendre sur le site. Ils sont anglais, donc il y a beaucoup d'ouvrages qui sont seulement dans cette langue-là. Mais ils sont en train de travailler sur les traductions. Je sais qu'ils font des traductions espagnoles, italiennes aussi, il me semble, peut-être même allemandes. Donc ils commencent vraiment à s'exporter. Et ils font un travail vraiment magnifique. Il n'y a pas que des livres, il y a aussi des objets. Ils font des marque-pages, ils font alors j'avais vu des lettres, des cartes postales. Enfin, il y a plein de choses différentes, mais vraiment magnifique avec des belles illustrations. Et donc voilà, c'est un peu mon éditeur du moment. Je les suis un peu partout. Je trouve qu'ils font un travail qui est très respectueux de la saga et surtout qui est très beau. Et si, comme moi, vous aimez avoir des belles bibliothèques avec des beaux ouvrages, c'est bien de s'y intéresser. Voilà. Est-ce que les tranches sont de la même couleur? Pardon. Eh bien non, pour te répondre encore une fois. Ça me rend ouf. Mais du coup, c'est pas de la même couleur. Ça rassemble tout. C'est pas aligné. Oh là là. Les chiffres sont pas alignés. Voilà. De quoi faire une syncope. C'est horrible. C'est horrible. J'ai une corde. C'est horrible. J'ai une vraie question. Est-ce qu'on dissocie l'œuvre de l'auteur? Non, je rigole. Je me suis posé la question justement avant de présenter, mais bon. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais intéressez-vous ne serait-ce que juste pour le travail. Et ils te font, encore une fois, pas que de toute façon Harry Potter, il y a aussi vraiment beaucoup d'autres classiques de la littérature qui sont mis en avant et qui sont aussi bien travaillés comme ça. Très bonne réponse. Donc, pour éviter tout. Pour ça, exactement. Non, en plus, je dis ça, mais j'ai grandi avec Harry Potter, donc pas de souci. Qu'est-ce que c'est que cette mouquette russe? Je sais pas.
Je sais pas, non, c'était pas une moue, je réfléchissais. Tu réfléchis à ton coup de cœur, vraiment. Non, Attends, je je te laisse. réfléchissais à J.K. Rowling. Voilà. Ah, J.K. J.K. Rowling. J.K. Donc tu veux mon coup de cœur, c'est ça? Bah non, tu voulais donner une réponse à ma question existentielle Le coup de cœur. ou le coup de cœur? Le coup de cœur. Le coup de cœur. Eh ben, le coup de cœur. Oh, bah, c'est un coup de cœur très simple aujourd'hui. C'est une chaîne YouTube. C'est André Antuniès ou Antuniès, je sais pas, A-N-T-U-N-E-S, ce sera dans la description. Et c'est un musicien, en fait, qui s'amuse à faire, alors c'est souvent du métal ou du rock, sur des vidéos, en fait, de personnes. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo où c'était un pasteur américain. Vous savez, quand ils font leur diatribe complètement débile là, à la télé, et qui chassait le Covid des États-Unis. Et il gueulait, tu sais, mort au Covid et ça. Et lui, en fait, il avait mis de la musique dessus et ça rendait un truc de ouf. Et donc, il a plein de petites vidéos comme ça, un peu connes, avec des gens qui s'énervent dans la rue, etc., qui n'ont pas trop d'intérêt, avec des animaux aussi. Mais j'ai surtout découvert, en fait, qu'il fait ça aussi avec des musiques folkloriques ou traditionnelles, et notamment pakistanaises ou indiennes. Et du coup, moi, j'ai découvert des chanteurs pakistanais, et notamment aussi 2 sœurs indiennes, où c'est des chants assez ouf, quoi, et dessus, il met du métal. Et c'est dingue. Et en fait, je trouve que c'est incroyable. Non, mais c'est con. Mais je trouve qu'il y a une espèce de beauté dans ça. Il y a quelque chose, je sais pas. Voilà, c'est la rencontre entre 2 univers. Et moi, ça m'a séduit. D'ailleurs, j'ai oublié de le partager sur le Discord. Il faudra que je le fasse. Ou que je fasse une chronique sur une musique chelou encore. mais voilà, c'est André Antuniès. Ou Antuniès, je ne sais pas. Et voilà, c'est un petit coup de cœur. C'est un truc que j'ai découvert cette semaine. Je me suis enfilé une 20aine de vidéos. Plus les vidéos des artistes indiens, du coup. Et pas pakistanais. Et c'est trop bien. Et voilà, en musique, t'es toujours surpris et tu découvres toujours des nouvelles choses. On aura de toute façon tout dans la description, y compris les sœurs pakistanaises. Indienne. Ouais. Indiennes. Il y a Pims qui me dit qu'il faut écouter Bloodywood. Et effectivement, faut écouter Bloodywood. C'est un groupe de métal indien qui chante en hindi et en anglais. C'est ouf. Bon. C'est trop bien. Et voilà, je vous le conseille. Et du coup, ça fait 2 coups de cœur. C'est horrible. Non, c'est pas le Non, cas. c'est pas 2 coups de cœur parce que c'est non, un patronaute qui le conseille. Donc voilà. Ouais, c'est un peu facile. Malgré tout, on le mettra dans la description. Oui, on le mais mettra. normalement, ça c'est C'est cadeau. ça, c'est, voilà. Hein. Je vais leur dire ce qu'il faut qu'ils disent. Tu sais qu'on n'a pas l'écran sous les yeux, tu peux faire croire. Ah, il y a quelqu'un qui a dit. Il y a quelqu'un qui a dit un autre coup de cœur. Je vais interdire cet écran. Merci pour tous vos coups de cœur. Je vais juste faire un tout petit. Ah non, il faut le jingle avant, c'est ça? Mais non, pas du Mais tout. pas du tout. C'est quand tu veux. Bah voilà. Je vais quand même faire un récap des chroniques de cet épisode que Truss nous a parlé du coup de Ixion, le jeu vidéo développé par Bulwark Studios, Celia de Black Sad, la série BD par Juan Diaz-Canales et Juanro Guarnido. Et John nous a parlé du coup de Jekyll vs Hyde, le jeu de cartes créé par Geon Neal et édité par Mando Game. Merci encore à toute l'équipe pour ces superbes chroniques. Toutes les infos et refs des sujets chroniqués du coup seront en description de cet épisode comme dit précédemment. Je vais juste prendre le temps de faire ce petit rappel à nos auditeurs que le Contrecast fait partie du VHS, Vaisseau Hypersensas, association qui se finance via un Patreon dont on vous filera le lien en description si jamais vous voulez nous faire un petit cadeau de début d'année. Parce que en plus c'est bientôt le nouvel an chinois, donc dans une enveloppe rouge c'est encore mieux. Oui. Comme ça on a toujours une occasion pour donner de la thune, mais aussi pour vous dire, pour nous dire à quel point vous nous aimez ou à quel point vous nous écoutez encore et encore. Ô combien leur âme est belle. Ô combien, oui, c'est vrai. Et avant toute chose, avant de clôturer, je vais quand même faire un petit tour de table classique des réseaux sociaux et actualités de chacune et chacun. En commençant par Kutrus. C'est moi.
Eh bien, Comics Outcast, la 200e, bientôt sur vos écrans, même pas du tout, en live. Et l'épisode sortira avant. Donc, c'est le 21 au dernier bar avant la fin du monde, en public. Voilà, avec des petites surprises, des nouveaux chroniqueurs. Le 21 janvier. Ouais, janvier, pardon, 2023. Ok. C'est vrai, tu as raison, faut préciser. Et toujours sur la chaîne de l'Appel pour un actuel play Masque qui finit, d'ailleurs la saison 1 finit dans un final assez émouvant et époustouflant. Et voilà, et il y a un autre projet encore qui va sortir en 2023. Et là, ça va... Clin d'œil. Mystère. Célia, où est-ce qu'on te retrouve? On peut me retrouver sur Instagram et Twitter. Et mon pseudo, c'est Celbeb. CELBEB. Jaune couscous. Du coup, moi, je suis une anecdote. C'est que fin 2022, j'ai créé un compte sur TikTok. Oh non. Mais non. Mais je consomme pas TikTok, c'est juste pour poster des trucs. Oui. Ah non, en fait, dès que j'ai une vidéo, ça me stresse. Je veux pas voir les gens, je veux juste mettre du contenu. C'est très égoïste, mais j'assume. Et ouais, j'ai un compte sur TikTok, John Couscous, mais aussi Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, c'est John Couscous. Mais TikTok, c'est nouveau. Donc voilà. Eh ben, on le rajoutera parmi. Venez me follow et moi, je veux pas vous follow. Voilà. Tu Tu fais la danse de mercredi, c'est ça? Je fais pas de danse, dommage, je fais des vidéos de n'importe quoi. Il va finir par le faire. Ouais, Et Non, c'est jamais. là. Non, je me montre pas. C'est quoi ma dernière vidéo? C'était un disque dur, je crois. Waouh! Spider-Gwen. Ouais, mortel. C'est Voilà. le mec qui vend super bien. Non, mais c'est pour dire que tu vas pas me voir danser, quoi. Tu me verras. Voilà. Et l'avant-dernier, c'était un pins de DuckTales. Voilà. Donc, Putain. pour dire que c'est divers et varié. Divers et variés. Et bien, de toute façon, tout sera en description. J'ai quand même une question, parce que l'homme qui a inventé ce principe et qui a introduit cette tradition est à cette table. Pourquoi tu rigoles, John? C'est vrai? Je rigole pas? Bah voilà. Ok. Tu rigoles un peu quand même. Non, mais est-ce que j'ai oublié de. Enfin, tout à l'heure, je vous ai posé une question. Enfin, je vous ai fait remarquer quelque chose dans le jeu Jekyll vs Hyde. C'est qu'il y a un total. Donc, il y a 3 couleurs qui sont le vert, le violet et le rouge, qui possèdent chacune 7 cartes, 3 x 7, ainsi que 4 potions supplémentaires. Ouais. Ça fait combien de cartes en tout, ça? 10. Non. Putain, je sais pas comment ils ont appris les gamins. Mais... Donc, ouais, 3 x 7, 21 plus 4, 25. On joue 10 manches et chacun a une carte par manche. On est 2 joueurs. Donc, on joue 20 cartes. Ça fait 25 cartes au total. On en joue 20. Ouais. Il en reste combien de côté, du coup? 10. Non? Okay, ouais. Non. Toujours pas. La moitié. Attends. Célia, t'as dit combien? J'ai dit 5 au pif. Elle a dit 5. Et c'est quoi 5? Ça correspond au nombre des toiles. Des potions. Elle est nouvelle. J'aimerais tellement vous décrire. Oui, t'as pas eu l'onboarding. détresse. T'as pas eu le welcome pack. Je vais t'envoyer le petit. En fait, j'ai eu le stage de début. Quand tu rentres dans le contrecast, tu reçois un petit document PDF qui dit à la fin, on fait une blague sur les 5 étoiles. Tu dis n'importe quoi, faut que ça fasse 5 à la fin. Ah bah merci. Et c'est toi qui feras la prochaine blague. J'avoue qu'on n'a pas envoyé le mémo. Ah mince, non mais en vrai on s'en fout. Mettez 5 étoiles sur votre lecteur de podcast, s'il vous plaît. C'est ça. Et 5 € sur le Patreon. Ou 5 € sur le Patreon si vous avez déjà mis 5 étoiles. Ou les deux si vous nous aimez. Et si vous avez déjà mis 5 € et 5 étoiles, vous pouvez remettre 5 €. Parce qu'on peut pas remettre 5 étoiles, tout simplement. Et ils sont pas obligés d'aimer tout le monde, tu vois. Ah non, on c'est... aimer 1 ou 2. Ouais, vous pouvez aimer une personne, mais mettre 5 €. Oui, 5 étoiles. voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est assez libre, finalement. C'est ça qui est cool. Et si jamais vous avez déjà fait tout ça et que là vous avez plus d'argent, bah arrêtez de donner. En revanche, prenez le téléphone d'un voisin ou d'un collègue et là vous allez mettre 5 étoiles. Parce que faut arrêter les conneries, quoi. C'est bon. Et alors, pour rappel, c'est 5 étoiles sur Spotify, Podcast Addict. J'arrive pas à le mettre. Jaune couscous. Aïe, aïe, aïe. Juan Diaz Canales et Juan Bornido. Sur Podcast Addict, Apple Podcast et plein d'autres plateformes. Ouais, sans doute Google Podcast, je sais pas si ça existe encore, sans doute d'autres. Si, j'ai vu les stats, c'est très drôle. C'est vrai? On nous écoute sur Google Podcast? Oui, absolument. Et bah toi le seul qui nous écoute, va mettre 5 étoiles. Merci. En tout cas, j'ai envie de dire que c'est une bonne façon de conclure tout ça. Encore bonne année à ceux qui viennent nous écouter et ceux qui nous écouteront plus tard.
2023 avec notre 3e saison. J'ai décidé de façon apparemment. Pas vraiment, mais c'est pas grave. Avec nouvelle voix et toujours des gens superbes. Bonne année, on vous aime et à bientôt. On vous aime. À bientôt. Bonne C'est année. beau. 5 étoiles. Vous êtes trop fort. 5 étoiles. T'as compris, c'est la 5 étoiles. Bah, maintenant, oui. C'est 5 étoiles à la fin. T'es ma chef préférée de la saison 3. Ah, trop bien, merci. Faut mettre 5 étoiles sur le podcast. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Ah, ce chaos. Fin de transmission.